Sarah et Corinne Morel-Darleux avec nous, qui viennent nous parler d'un bouquin qui s'appelle « Nous vous écrivons depuis la Révolution », récit de femmes internationalistes au Rojava. J'ai fait le malin le 31 décembre, je me suis dit tiens, je vais lire ça. Et ben ça m'a complètement secoué. On ne peut pas calquer la situation syrienne sur la situation française, bien évidemment. Donc c'est pas une solution, mais c'est plein de pistes d'inspiration, de réflexion. La révolution des femmes, notamment, c'est pas une révolution qui fait l'unanimité. Vous imaginez bien, après 5000 ans de patriarcat, que ce soit au Kurdistan ou partout dans le monde. Mes 3 séjours, même cours au Rojava, m'ont plus fait progresser sur la question féministe, on va dire, que beaucoup de réunions en France, quoi. On est face à un projet social, politique, qui est vraiment nouveau et alternatif en fait à la guerre, au capitalisme, au colonialisme, au sexisme. On n'a qu'une seule envie en fait, c'est de pouvoir le partager. On avait vraiment envie, je crois que ce soit une compilation de témoignages et de témoignages incarnés, vécus et variés, et pas d'analyse définitive. Sakineh Jansiz, Leila Chailemez et Fidan Dogan qui ont été assassinés à Paris. On a résisté et finalement on a dû partir, comme des chiens on est sorti. Son index frappe le sol, sans rien, ni chaussures, ni vêtements. On est parti avec ce qu'on avait sur nous. Mais qu'est-ce qu'on a fait, nous les Kurdes? On a fait de mal à personne. On a battu Daesh et les Européens n'ont rien dit à la Turquie. Et comment est-ce qu'on va utiliser par contre les valeurs de lutte ou alors à l'intérieur de notre personnalité, qu'est-ce qu'on peut mettre au service en fait de la société, d'un monde meilleur, de comment est-ce qu'on construit une vie ensemble et une belle vie aussi, on parle beaucoup du beau. Quand tu te réveilles là-bas, j'en ai presque les larmes aux yeux, c'est con hein, mais c'est très beau. C'est un enchantement, un début du monde. Bonne nouvelle année de lutte. Bonjour, bonjour à tous. Excusez-moi. J'espère que vous allez bien. Ah ouais, donc là, vous allez entendre les bruits de Paris, hein, parce que là, à cette heure-ci, normalement, ça va commencer, les camions de livraison, les sirènes de flics et les livreurs. Donc peut-être qu'à un moment donné, je vais me lever pour aller fermer la fenêtre. Amis de la police, amis du café, amis de l'indépendance, amis du Rojava, saison 3, c'est maintenant, c'est au poste, et nous avons donc Sarah et Corinne Morel-Darleux avec nous, qui viennent nous parler d'un bouquin qui s'appelle « Nous vous écrivons depuis la Révolution », récit de femmes internationalistes au Rojava. J'ai fait le malin le 31 décembre, je me suis dit tiens, je vais lire ça. Et ben ça m'a complètement secoué. Ça m'a secoué. Les amis, les enfants, je vous le dis, ça m'a secoué et je vais vous expliquer pourquoi. Comment allez-vous, mesdames? Ça va bien, bonne nouvelle année de lutte à toutes et à tous. Alors Corinne Morel-Darleux, je commence par toi. Tu es autrice du best-seller, et oui, du best-seller de chez Libertalia, la petite maison défavorablement connue de nos services, plutôt coulée en beauté que flottée sans grâce, et également de Là où le feu et l'ours. Tu es militante éco-socialiste, ce qui signifie sur ton blog Graines, Fleurs et Épines, cofondatrice du parti de gauche, administratrice de la fondation Daniel Mitterrand. Et tu dis dans ce livre, on va en parler donc c'est un ouvrage collectif. Tu parles du Rojava. Quand tu te réveilles là-bas, j'en ai presque les larmes aux yeux. C'est con hein, mais c'est très beau. C'est un enchantement, un début du monde. Ah, franchement, tu lis ça le 31 décembre, tu dis bon, 2022 ça va être bien. En fait, ça va être bien. Il y a quand même des gens qui savent écrire, qui savent penser, ça va être bien. Sarah, on se connaît pas du tout, mais on s'est tutoyé hier pendant les essais, donc on se tutoie maintenant. Tu es chercheuse au Centre de recherche de généalogie. Alors ça, on va en parler longuement, parce que c'est une découverte pour moi. Dans ce livre, tu tiens un carnet de bord qui démarre en décembre 2018, et ça va parler à certains dans le chat, puisque ton œuvre, ton travail, ton journal de bord fait écho aux Gilets jaunes qui démarraient à ce moment-là, au même moment. Ce livre, bien entendu, quand on est au Rojava, on n'a qu'une seule envie, c'est de partager tout ce qu'on est en train de connaître, tout ce qu'on est en train de vivre. Et donc, c'est pour ça que c'était un besoin et aussi en même temps une responsabilité,
quand on est face à un projet social, politique, qui est vraiment nouveau et alternatif en fait à la guerre, au capitalisme, au colonialisme et au sexisme, on n'a qu'une seule envie en fait, c'est de pouvoir le partager à la maison avec les gens qui luttent et qui s'organisent aussi ici. C'est-à-dire que c'est pas comme si on croulait non plus sous les exemples d'alternatives, de révolutions en cours et de sources d'inspiration à travers le monde en ce moment. Et c'est vrai que moi, je suis toujours très étonnée en fait qu'il y ait encore beaucoup de monde qui découvre en fait ce qui se passe au Rojava, au nord-est syrien, alors que c'est un des rares exemples qu'on a quand même à notre disposition sur lesquels on prendra appui aujourd'hui avec peut-être le Chiapas. Donc c'est voilà d'autant plus important pour nous de le faire connaître, de partager, de témoigner, d'autant qu'on n'est pas si nombreuses et nombreux à s'être rendus sur place. Effectivement, Corinne, je pense que tu as raison. Beaucoup de gens qui nous écoutent doivent se demander, sont pas forcément au courant de ce qui s'y passe. C'est une révolution qui est en cours, avec deux fronts. D'un côté contre Daesh, aujourd'hui contre la Turquie. Et c'est un projet de société, c'est un projet d'autodéfense éducatif, de coopérative, de démocratie quasi directe. Est-ce que vous pouvez toutes les deux rentrer un peu dans les détails? En fait, le Rojava, c'est la partie ouest du Kurdistan. Ce qu'on appelle Kurdistan, c'est les zones à majorité de population kurde, qui est en réalité répartie sur 4 pays différents. En Iran, en Irak, en Turquie et donc en Syrie. Et là, on parle bien de la Syrie, du nord-est syrien. Pour ceux qui ne sont pas très doués en géographie, en fait, ça se situe le long de la frontière avec la Turquie. Et pourquoi Rojava? Parce que c'est l'ouest, en fait, en kurde. Donc, c'est l'ouest de cette zone qu'on appelle le Kurdistan. Et c'est donc une zone qui s'est déclarée de facto autonome en 2013. C'est-à-dire qu'en 2012, en fait, il y a toute la série des révolutions, des printemps arabes. Les troupes de Bachar el-Assad vont se battre sur différents fronts intérieurs en Syrie. Et c'est à ce moment-là, en fait, que le Rojava se déclare de facto autonome. Il va ensuite, en 2014, adopter ce qu'on appelle le contrat social, qui est en cours de réécriture, qui est une sorte de constitution, et mettre en œuvre en fait une révolution qui s'appuie sur plusieurs principes. D'abord de révolution des femmes, de coexistence pacifique, d'écologie et de démocratie avec un système qu'on appelle le confédéralisme démocratique. Et donc c'est un territoire qui est quand même assez important puisque c'est un territoire qui a une population à peu près équivalente au Danemark, qu'on évalue entre 5 et 6 millions d'habitants, puisqu'elle s'est étendue au sud au fur et à mesure des victoires remportées contre Daesh, jusqu'à Deir ez-Zor par exemple, et jusqu'à Raqqa. Donc c'est un territoire qui est pas une petite alternative locale, on va dire, et qui s'étend sur un territoire qui est grand à peu près comme la Belgique ou la Suisse, quoi. Donc voilà ce dont on parle, avec une population qui est diverse. Je parlais tout à l'heure du Kurdistan, mais dans le cas du nord-est syrien, en fait, on a à peu près 60% de Kurdes, et puis aussi des Arabes et d'autres peuples et d'autres cultures. C'est pour ça aussi que la question de la coexistence, elle est hyper importante, évidemment, dans cette zone. Cette révolution, elle n'arrive pas de nulle part. Il y a 40 ans derrière d'expérience du mouvement de libération du Kurdistan et du mouvement aussi des femmes kurdes, qui a permis à la population déjà depuis très longtemps de s'organiser, même si à l'époque c'était clandestinement, parce que les organisations de libération du Kurdistan n'étaient ni autorisées par la Turquie, ni par l'Iran, ni par l'Irak, ni par l'État syrien non plus. Voilà, il y a derrière aussi tout un projet idéologique et toute une trajectoire de lutte et d'organisation à la fois des militants et des militantes du Parti des travailleurs du Kurdistan, du Parti de la libération des femmes du Kurdistan et de la population kurde, et parfois même déjà aussi de la population, par exemple dans le nord de la Syrie, au Rojava, il y avait aussi beaucoup de familles arabes qui connaissaient le mouvement de libération et qui étaient favorables aussi à ce genre de projet, et ce qui a permis en fait que quand les troupes de Bachar el-Assad se sont retrouvées en difficulté en fait dans la région, la population au Rojava était prête
à repousser le régime et à libérer leur territoire et à créer un projet autonome. Dès le départ, il y a cette phrase, page 9, les mouvements de libération anticoloniaux et révolutionnaires du Moyen-Orient, comme tu viens de le dire, Corinne, qui sont suffisamment rares pour les noter, ont des choses à apprendre au mouvement européen. C'est aussi dans cette perspective, si vous voulez bien, puisque c'est aussi votre introduction, que je voulais qu'on mette un petit peu la discussion, c'est-à-dire voilà, pour ceux qui sont dans le chat, qui nous regardent, qui nous écoutent, ces affreux gauchistes et ces quelques fichiers S, voilà, qu'est-ce que le Rojava peut nous enseigner, nous apprendre et nous empêcher de je sais pas, de faire des conneries ou des choses comme ça. Est-ce que par exemple cette idée-là d'aller là-bas, donc Sarah, je crois que tu es restée plusieurs mois, peut-être même 2 ans. Corinne, tu es allée 3 fois, je crois. Tu en reviens d'ailleurs, hein, il y a pas si longtemps. Est-ce que c'était aussi ça l'idée pour vous ou pour ceux qui partent là-bas, d'essayer d'aller puiser des pratiques, des usages qu'on peut ensuite réutiliser ici, ou pas? Moi, au départ, je suis partie là-bas parce que je lisais beaucoup de choses en fait sur le Rojava. Moi, je connaissais déjà le mouvement kurde, mais plutôt par le biais du HDP en Turquie, avec lequel on travaillait beaucoup. J'étais allée observer plusieurs procès politiques en Turquie, et puis comme beaucoup de militants, au bout d'un moment, on peut plus aller en Turquie en fait parce qu'on est interdit de séjour là-bas. Et j'avais envie d'aller voir sur place parce que tout ce que je lisais me semblait tellement presque idyllique et parfait que ça me semblait trop beau pour être vrai. Et le fait d'aller sur place, d'abord, il y a une question de soutien géopolitique, puisque aujourd'hui, le territoire qui est placé sous l'auto-administration du nord-est syrien est très peu reconnu au niveau international. Donc, c'est important qu'il y ait une reconnaissance au moins militante. Et moi, quand j'y étais allée, j'étais encore conseillère régionale, donc ça avait quand même aussi cette valeur-là. Et puis, c'est aussi une manière, effectivement, d'essayer de ramener un petit peu de la force des luttes révolutionnaires là-bas, ici en France, sur plusieurs aspects. Je laisserai Sarah développer sur la question de la révolution des femmes, mais moi, je dois dire, à titre personnel, que mes 3 séjours, même cours au Rojava, m'ont plus fait progresser sur la question féministe, on va dire, que beaucoup de réunions en France, quoi. C'est-à-dire que j'ai l'impression d'avoir vraiment compris là-bas de quoi on parlait quand on parlait de sororité, de révolution des femmes et d'une égalité femmes-hommes qui se place pas dans le système actuel, c'est-à-dire que ça consiste pas à faire une place aux femmes dans le système, mais bien à changer ce système-là. Donc voilà, on en revient transformé, et on a évidemment envie que ça vienne transformer plus largement au niveau de nos institutions en France. Et juste pour finir là-dessus, c'est aussi pour moi qui m'intéresse beaucoup aux questions climatiques, de risques d'effondrement, de rupture de chaîne d'approvisionnement, etc. C'est évidemment hyper intéressant de voir comment un territoire arrive à conserver un impératif démocratique et de coexistence dans un contexte de pénurie, d'hostilité, d'invasion de la Turquie permanent, et comment on arrive à fonctionner sans État, sans pluie et sans électricité. Alors moi, quand ce qu'on appelle le printemps arabe a commencé, j'étais une jeune diplômée. Et je me souviens que donc c'était en 2011, et ça avait eu beaucoup d'influence aussi ici en Europe, parce que c'était le moment aussi de la grande crise financière, notamment en Espagne, en Grèce, aussi en Italie. Et partout dans l'Europe, il y avait des mouvements aussi, des grands mouvements contre la finance à l'époque, et où on parlait déjà de révolution des peuples, une révolution qui était voulue, mais en fait, à l'époque, on avait le problème que on savait contre quoi on voulait se battre, on savait ce qu'on voulait plus dans le système capitaliste, mais on avait du mal à penser qu'est-ce qu'on veut construire à la place, ou comment est-ce qu'on peut le construire.
Et depuis 2011, c'est pourquoi partout en Europe aussi, il y a eu des grands mouvements. Les Gilets jaunes, ça fait partie aussi de cette lignée, de ce ras-le-bol, on peut dire, d'un système qui ne fait que précariser la société, qui bien sûr amène une crise politique, sociale, écologique sans précédent, et bien entendu les problèmes de patriarcat qui sont liés historiquement à tous ces problèmes sociaux. Et donc c'est vrai que quand on a fait plus de 10 ans de militantisme et qu'on rencontre la révolution du Rojava, on a l'impression tout à coup qu'on a une solution au problème. On a l'impression qu'on a trouvé un peu une réponse à qu'est-ce qu'on peut faire à la place du système capitaliste. En tant que lecteur, c'est aussi ce qu'on se dit. On se dit, on a l'impression puisque vous êtes 12 femmes à avoir écrit ce livre, vous avez trouvé des réponses. Mais on a l'impression, c'est-à-dire qu'on n'a pas forcément la certitude. Alors c'est aussi par la nature des textes, hein. Il y a des poèmes, il y a des chansons, il y a des traités politiques, il y a des récits, il y a des témoignages, il y a une espèce de maelstrom comme ça qui est super chouette d'ailleurs à lire, mais parfois on est à la limite de l'impressionnisme et pas forcément des travaux pratiques. On avait vraiment envie, je crois que ce soit une compilation de témoignages et de témoignages incarnés, vécus et variés, et pas d'analyse définitive. Et en ce qui me concerne, en tout cas, je trouve que ce choix-là, il est vraiment particulièrement judicieux. D'abord parce que c'est aussi ça, ce qui se passe au nord-est syrien, c'est-à-dire que c'est aussi des choses très, très incarnées, très sensorielles, même si elles sont également très politiques. Et ensuite, parce que pour moi, c'est pas une solution en fait. Moi, je reviens à chaque fois avec aussi plein de questions et plein d'interrogations, et donc il n'y a pas de solution clé en main. En plus, on peut pas calquer la situation syrienne sur la situation française, bien évidemment. Donc c'est pas une solution, mais c'est plein de pistes d'inspiration, de réflexion, et c'est vrai que c'est troublant que, je reviens là-dessus, mais qu'on s'en empare pas plus en fait, notamment en termes de stratégie politique sur la question, de comment est-ce qu'on fait pour, par exemple, doublonner les institutions actuelles qui sont celles dont on ne veut plus par des systèmes alternatifs, que ce soit en matière de chambres d'agriculture, comme ça a été fait au Pays Basque en France, ou que ce soit en système sur plein de plans, en fait, on a là un exemple vraiment d'autonomie concrète, c'est-à-dire de reprendre en main, en fait, beaucoup de choses qui ont été déléguées chez nous à l'État et aux institutions et qui pourraient être prises en charge par les habitants eux-mêmes au niveau local et au niveau confédéral, c'est-à-dire avec un maillage entre les différentes communes qui sont l'unité de base de la démocratie au nord-est syrien. Page 56, on est quand même impressionné par l'organisation de tout ça, puisque il y a des cours qui sont donnés. Alors il y a des thèmes, des développements, des approfondissements, comme des écoles. Est-ce que vous pourriez nous parler de ça? Par exemple, je vais écorcher les mots, Evalti, Tekmil. Alors en fait, ça dépend. Il y a des personnes qui vont venir plutôt dans le cadre de délégations assez courtes, par exemple, qui vont plutôt aller à la rencontre des structures de la révolution, aller à la rencontre des différentes organisations, notamment des femmes ou alors de la société, et connaître, on va dire, le système confédéral, comment est-ce qu'il est mis en pratique. Mais lorsqu'on décide de rester plus longtemps au Rojava et d'intégrer en fait ces structures et de travailler au sein de cette révolution populaire, on va passer par bien entendu un processus de formation, parce que souvent quand on arrive d'Europe, on se dit alors comment ça marche le confédéralisme démocratique. On prend notre petit carnet et justement comme l'a dit Corinne, on attend un peu la formule magique. Alors comment est-ce qu'on fait une révolution, comment est-ce qu'on crée cette alternative? Et très vite on se rend compte que c'est pas la question du système en soi. Alors combien il y a de communes, comment est-ce que ça marche, non, la question en fait c'est la question de fond. C'est avec quelles idées, sur quelle base, sur quelles valeurs, sur quels principes est-ce qu'on construit
une société? Est-ce qu'on construit sa propre personnalité aussi? Comment est-ce qu'on remet en question en fait tout ce que le système nous a inculqué depuis qu'on est plus jeune, et comment est-ce qu'on va utiliser par contre les valeurs de lutte, ou alors à l'intérieur de notre personnalité, qu'est-ce qu'on peut mettre au service en fait de la société, d'un monde meilleur, de comment est-ce qu'on construit une vie ensemble, et une belle vie aussi. On parle beaucoup du beau au Rojava et au Kurdistan en général. Donc en fait on va découvrir tout ce qu'on appelle un paradigme, c'est-à-dire une autre manière de voir le monde, une autre manière d'être au monde. Et tout ça, ça passe par les éducations. Alors au niveau de l'organisation des femmes aussi, ce qui est très intéressant, c'est eh bien ce qu'on pourrait appeler en français la non-mixité, mais qu'on appelle dans le cadre du mouvement de libération du Kurdistan, on appellera ça l'autonomie des femmes, où en fait les femmes, pour aussi pouvoir créer un système qui ne reproduise pas toutes les dynamiques du patriarcat, du sexisme, etc., elles vont s'organiser entre elles, elles vont débattre, elles vont analyser leur personnalité, elles vont proposer une autre manière aussi de faire de la politique, de créer du social, de faire la guerre aussi. Et donc, dans ces académies, on va discuter de toutes ces questions. Alors, tout le monde ne va pas au combat aussi, je tiens à le dire. C'est une possibilité, mais aussi, il y a on va dire des volontaires internationalistes qui vont travailler dans tous les secteurs de la révolution, parce qu'en fait, que ce soit les secteurs civils, d'économie, d'éducation, etc., ou la partie militaire, tout se complète, et fait que cette révolution puisse avoir lieu, qu'elle puisse se développer, et qu'elle puisse aussi se défendre. Donc l'autodéfense, c'est quelque chose qui fait partie de l'ensemble du système, et pas simplement, on va dire, de la branche armée, même si bien entendu la branche armée est fondamentale dans cette région du monde. Et donc la rivalti, c'est la camaraderie. Avant toute chose, si on veut vivre ensemble, si on veut construire un projet ensemble, eh ben, il faut se connaître soi-même, il faut se connaître entre nous, il faut accepter la diversité, et en même temps il faut aussi un petit peu essayer de transformer, avant de pouvoir transformer la société, se transformer aussi soi-même, et créer des liens qui soient pas des liens d'intérêt personnel ou d'intérêt d'une classe ou d'une nation, etc., mais des liens vraiment d'amour révolutionnaire, on pourrait dire, de camaraderie, qui n'exclut personne et qui essaye d'être inclusif et collectif. Donc ça, c'est ce qu'on apprend aussi dans les différentes académies, et même dans la société, j'ai envie de dire en général, parce que l'idée, c'est que cette union à la fois des personnes, des peuples, des femmes, ce soit quelque chose qui devienne en fait, ou qui soit ravivé au sein aussi de la société. Tout à l'heure, voilà, je disais, moi, le bouquin, il m'a retourné, et, évidemment, en tant que garçon, quoi. Parce qu'il y a des trucs tout simples, comme par exemple quand les femmes là-bas laissent la maison et les enfants à l'homme, et qui doit se démerder le pépère pendant une semaine, et qu'elles partent, et que quand elles reviennent, évidemment le regard de l'homme sur la vie familiale a changé, c'est-à-dire qu'il a compris des choses, voilà. Donc il y a des choses aussi pratiques que ça, et puis il y a des choses beaucoup plus théoriques, révolutionnaires, etc. Et donc j'ai l'impression, en vous lisant, qu'il y a cet enchevêtrement à la fois de choses très pratiques et de théorie. C'est ça, effectivement, il y a un mélange de pratique et de théorie, comme tu dis. En fait, quand on est sur place, il y a surtout beaucoup de mise en pratique de la théorie, quoi. C'est ça. Les discussions sur la théorie, elles ont plus lieu en France. Sur Twitch à 9h du matin. Au niveau du retour, mais c'est vrai que sur place, il y a des discussions évidemment théoriques, et dans le cadre de l'éducation, etc. Mais enfin, c'est quand même beaucoup de la mise en pratique. Et c'est beaucoup de la mise en pratique par nécessité, quoi. C'est-à-dire qu'en fait, il faut quand même vraiment bien se figurer que on est dans un endroit où on manque de tout, en fait. La réalité du nord-est syrien, c'est quand même aussi une situation de pénurie totale, quoi. C'est-à-dire que concrètement, en fait, il y a des blocus réguliers, il y a des coupures d'électricité en permanence, il y a de plus en plus des zones entières qui sont privées d'eau courante, notamment parce que la Turquie a construit beaucoup de barrages,
ce qui fait que ça prive d'eau potable, mais aussi de courant, d'électricité, c'est-à-dire de pompage, d'irrigation pour les zones agricoles. Enfin, voilà, c'est tout ça à la fois. C'est un pays aussi où on manque d'agriculture nourricière, vivrière, parce que pendant des années, en fait, le régime de Bachar el-Assad a considéré que c'était une zone qui valait seulement pour cultiver des céréales et fournir des céréales à toute la région. Et donc aujourd'hui, vous avez des grands champs de céréales à perte de vue, mais très peu d'agriculture diversifiée, vivrière, destinée à vraiment alimenter la population. Donc, en fait, c'est tout ça qu'il y a à remettre en marche. Il n'y avait pas d'université non plus, parce que le régime considérait que les gens n'avaient pas besoin d'être éduqués. Le fait que tout d'un coup, la population est de nouveau autorisée pour les Kurdes à parler sa propre langue. Donc, ça veut dire que les manuels scolaires, il a fallu les réécrire. Ils sont maintenant édités dans les 3 langues principales parlées au nord-est syrien. Ce que je veux dire, c'est que tout ça est très concret, très matériel et très pratique au jour le jour. Ça s'appuie sur des principes politiques, théoriques très forts, mais il y a une nécessité de faire, quoi. Si vous rajoutez à ça le régime de Bachar el-Assad qui se tient toujours en embuscade, les attaques de la Turquie qui occupe actuellement une partie du nord-est syrien, sans qu'il y ait de réaction évidemment de ce qu'on appelle la communauté internationale, puisque la Turquie fait partie de l'OTAN, et que vous y rajoutez les cellules dormantes de Daesh et des endroits comme à Raqqa, où on a encore des mines qui continuent à exploser dans certaines zones, vous commencez à avoir un petit aperçu de ce que veut dire la vie au quotidien dans le nord-est syrien. Et ça rend d'autant plus exemplaire le fait de tenir bon sur ces principes justement qui sous-tendent la révolution du nord-est syrien, et notamment, j'insiste sur celui de la coexistence pacifique et de faire vivre ensemble voilà, toutes ces personnes qui, partout ailleurs dans le monde, s'entretuent. En fait. Est-ce que cette base sociale peut expliquer ce qui est en train de se passer, ou est-ce que c'est ce qui est en train de se passer qui transforme la base sociale? Enfin, toujours le même truc, quoi. Alors, je pense que ce qui est important de voir au Moyen-Orient en général, c'est que le système capitaliste, libéral, individualiste, il n'est pas aussi, on va dire, présent, ou en tout cas, il gratte pas comme ça un peu tous les espaces de vie comme on peut le connaître en Occident. Il y a vraiment un attachement à la terre qui reste très important, un attachement à la culture, un attachement social, même si parfois cet attachement aussi passait d'un autre côté par des structures plutôt, on va dire, tribales, féodales, qui parfois du coup permettent vraiment de créer ce tissu social, et parfois peuvent aussi empêcher certains développements, certaines transformations. Donc à la fois au Kurdistan en général et dans le nord et l'est de la Syrie, il y a vraiment cette volonté de rester, de défendre sa terre et d'essayer de construire quelque chose de différent, de nouveau, et en même temps aussi une lutte qu'on appelle une lutte de la mentalité, une lutte de transformation sociale, pour que toute cette base sociale, elle soit pas conservatrice, et qu'elle puisse être en fait amener un élan de libération, un élan de diversification aussi des cultures, des nations, etc., et de faire que les peuples et aussi les femmes et le reste de la société puissent avancer ensemble dans un même processus. Pourquoi est-ce que justement la théorie et la pratique ça marche assez bien dans le nord et l'est syrien? L'idée au Rojava, c'est qu'il y a un projet commun de société avec une vision, on va dire, commune du confédéralisme démocratique, et donc il va permettre en fait à chaque fois, que ce soit au niveau des communes, des assemblées populaires, des différentes structures de la révolution, ou aussi au niveau de l'administration autonome, de faire à chaque fois un bilan de qu'est-ce qu'on a fait, quels sont les projets qu'on a montés, qu'est-ce qui a fonctionné, qu'est-ce qui n'a pas fonctionné, de quoi on a besoin dans l'urgence parfois. Donc parfois il faut réagir dans l'urgence, ou parfois comment est-ce qu'on va voir le long terme, par exemple, comme on disait, la biodiversité, l'agriculture, le système de santé, le système d'éducation, tout ça c'est des choses à long terme. Donc comment est-ce qu'on va comme ça avancer pas à pas selon les conditions dans lesquelles
on se trouve, donc les conditions de guerre, les conditions écologiques, les conditions de la société aussi. Parce que parfois la société, elle n'est pas forcément prête à faire tous les pas qui seraient nécessaires de faire, mais par contre, on va lui laisser du temps, on va lui laisser le temps de faire ses propres expériences, de faire ses propres analyses et de pouvoir prendre ses propres décisions. Donc, c'est pas du tout comme dans un système, peut-être, parfois on a l'idée un peu du système russe, par exemple, après la révolution russe, où on va créer une forme d'État qui va créer le socialisme. Et là, c'est pas du tout ça. C'est le socialisme un socialisme démocratique de la diversité qu'on va construire ensemble et pas à pas. Donc ça, c'est vraiment très important parce qu'il y a vraiment ce système d'évaluation et de critique et d'autocritique qui permet de faire avancer un système commun. On a l'habitude en Occident d'avoir des partis au pouvoir et des partis d'opposition et parfois on a l'impression qu'en fait les débats, même si bien sûr il y a des personnes, surtout dans les partis de gauche, qui ont une très bonne volonté et qui sont là pour défendre les intérêts bien entendu du peuple, mais où on a l'impression que c'est un peu comme ça, souvent des combats de coqs, ou de qui va avoir raison, et finalement à chaque fois qu'il y a un parti qui arrive au pouvoir, eh bien soit il fait pas ce qu'il avait dit pendant la campagne, ou alors on est déçu et ça fait que les gens s'éloignent en fait de la politique. Au Rojava, c'est le contraire. En fait, c'est de dire on va faire des coalitions, donc tout le monde peut avoir un parti différent, mais on va essayer de vraiment trouver des solutions et de faire tout un travail de diplomatie politique aussi ensemble, et de permettre que tous les secteurs de la société, qu'il n'y ait pas un seul secteur qui soit laissé en marge ou qui soit laissé de côté, et qu'on fasse que, eh ben, on va négocier ensemble, on va avancer ensemble, on va faire des compromis pour vraiment apporter une meilleure vie en fait. Et aussi, bien entendu, il y a des partis politiques, même kurdes, qui ne sont pas favorables à la révolution. Ça, bien entendu, enfin, le système libéral, il est encore là, le système conservateur, il est encore là. La révolution des femmes, notamment, c'est pas une révolution qui fait l'unanimité. Vous imaginez bien, après 5000 ans de patriarcat, que ce soit au Kurdistan ou partout dans le monde. Hein. Jin, femme, logis, logos, science, raison, science des femmes, impulsée par le mouvement de libération des femmes kurdes, développé depuis 2011, et j'ai complètement oublié de dire tout à l'heure, Sarah, que tu es membre du centre de généalogie de Bruxelles, en Belgique. Alors là pour moi, alors là je vous le dis franchement, ça a été la révélation totale parmi les révélations. De quoi s'agit-il exactement? Concrètement, c'est quoi comment ça irrigue cette révolution qui a lieu en ce moment même? La généalogie. Alors en fait, on dit gynéologie. Bah oui, c'est ça, oui. En fait, la première fois que le terme a été employé, c'était en 2008, dans le 3e volume du Manifeste pour une civilisation démocratique d'Abdullah Öcalan, révolutionnaire du Kurdistan, qui est depuis plus de 23 ans enfermé dans une prison en Turquie. Donc, il propose la gynéologie en disant, depuis plus de 40 ans, le mouvement des femmes, le mouvement de libération aussi du Kurdistan, s'est auto-organisé dans toutes les sphères de la vie, donc des sphères militaires jusqu'aux sphères sociales, politiques, etc., d'éducation, de santé, de médias, de justice. Voilà, elles ont créé vraiment leur système. Mais pour accompagner une révolution, il faut qu'il y ait une révolution aussi scientifique, une révolution de la pensée, comme historiquement il y a eu à chaque fois qu'il y a eu des grands changements, une grande évolution dans le système de civilisation. Et cette fois-ci aussi, une science faite et pensée par les femmes pour contrer déjà le point de vue sexiste, colonial, capitaliste des sciences modernes dites positivistes. Donc c'est une critique en fait aux sciences positivistes, mais aussi en se disant il faut une science, des connaissances qui puissent accompagner cette transformation sociale, et donc il faut aussi qu'on s'organise dans le milieu scientifique. Alors le milieu scientifique, on ne parle pas simplement d'un milieu théorique, on parle de la pratique, parce que la gynéologie, c'est ce qu'on va apprendre, qu'est-ce qu'on va apprendre, qu'est-ce qu'on va prendre en compte en tant que connaissances qui nous servent en tant que femmes et pour la transformation de la société, et comment est-ce qu'on va le mettre en pratique. Donc le mettre en pratique dans notre propre personnalité, parce que si on parle de patriarcat, le patriarcat, c'est pas quelque chose qui est loin de nous, c'est quelque chose qu'on porte chacun et chacune entre nous. Donc c'est comment est-ce qu'on va analyser
ce système patriarcal, colonial, capitaliste? Comment est-ce qu'on va essayer de dépasser son influence sur les personnalités? Comment est-ce qu'on va ensuite, à travers ça aussi, analyser les effets de ce système de domination sur les femmes et sur la société pour essayer de le dépasser? Et qu'est-ce qu'on va pouvoir proposer? Donc la gynéologie, qui a été développée, on va dire, commencé à vraiment être mise en place depuis 2011 au sein du mouvement de libération du Kurdistan par les femmes, elle a accompagné aussi le développement de la révolution du Rojava, et en plus les conditions au Rojava de cette révolution ont permis que les structures de gynéologie se sont très très vite développées. Donc il y a une faculté de gynéologie, donc de cette science des femmes, il y a des centres de recherche qui sont plutôt, qui vont travailler plutôt au niveau régional. Et puis, il y a aussi l'Institut de gynéologie Andrea Wolf, qui est un institut qui va justement accueillir des femmes qui viendraient d'autres régions du monde et qui veulent connaître la révolution des femmes et s'impliquer dans le travail de recherche et de développement de la gynéologie. Et aussi, là où est allée Corinne, et dont elle parle très très bien dans le livre, c'est Ginoir, le village des femmes, donc qui est un village entièrement autogéré par une assemblée de femmes, qui sont des femmes qui soit sont venues avec leurs enfants parce qu'elles ont perdu, par exemple, leur mari pendant la guerre, et qu'elles ont eu envie de démarrer leur vie, une nouvelle vie ou une autre vie de manière différente. Des femmes qui ont décidé de ne plus accepter les violences au sein de la famille, par exemple, ou alors simplement des femmes qui vivent avec cette idée de pouvoir créer une autre forme d'alternative et de vie en sororité. Et donc elles sont allées au village de Ginoir, et donc la gynéologie, bien sûr, c'était l'idée de comment est-ce qu'on met la théorie et la pratique en même temps, et comment est-ce qu'on apprend aussi de la pratique, et qu'on fait que parfois on remet en question justement les théories qu'on avait mises en place. Le changement, il va pas de soi au nord-est syrien, ça se fait pas tout seul, c'est-à-dire qu'il y a des règles, des lois qui ont été changées au Rojava, par exemple, sur l'interdiction des mariages précoces ou de la polygamie, ou sur un accès aux droits plus importants des femmes sur les questions d'héritage. Mais tout ça ne va pas sans résistance, et c'est une société globalement au nord-est syrien où il est encore difficile d'être une femme célibataire. Moi, les femmes que j'ai rencontrées à Ginoir, certaines d'entre elles, par exemple, sont des veuves de guerre ou des veuves de martyrs, avec des pressions énormes de la part de leur famille pour qu'elles se remarient. Donc c'est très difficile encore aujourd'hui de vivre seule avec ses enfants dans plein d'endroits du pays. Et Ginoir est aussi une manière de montrer qu'il y a des endroits où c'est possible, et de servir parfois pour certaines de ces femmes de refuge, de relais, en fait, le temps de se reconstruire et de se mettre un petit peu à l'abri, quoi, parce qu'il y a aussi quand même cette réalité-là qui fait que les choses sont pas si simples non plus. Et que, évidemment, la mentalité patriarcale et féodale, elle change pas en l'espace de quelques mois, ni même de quelques années. On a résisté et finalement on a dû partir, comme des chiens on est sorti. Son index frappe le sol, sans rien, ni chaussures, ni vêtements. On est parti avec ce qu'on avait sur nous. Mais qu'est-ce qu'on a fait, nous, les Kurdes? On a fait de mal à personne. On a battu Daesh et les Européens n'ont rien dit à la Turquie. Et puis, à un moment donné, page 76, je me retourne et distingue 3 longues rangées de femmes, toutes vêtues de kaki, en veste et pantalons de camouflage. Ce sont les YPG, vous direz comment on le dit, parce que je suis toujours très mauvais. Voilà. Sur leur tête scintillent des foulards de couleurs vives, des rangées de perles multicolores pendent sur leur front, tranchant avec leurs vêtements militaires, comme pour rappeler qu'on peut combattre pour la révolution sans s'y perdre. La plupart n'ont pas 20 ans, elles portent toutes les calaches en bandoulière. Quelques pages plus loin, dans le texte de Sarah, on retrouve les mêmes combattantes avec ceci qui est extrêmement important. Il n'y a pas de romantisme à la Facebook Warrior, me semble-t-il. Et ça, c'est très important. Ni dans votre texte, ni dans ce que vous êtes en train d'expliquer. Et il y a
tu fais parler Nasrin Abdullah, qui est la camarade porte-parole des YPG. Nous détestons la guerre, dit-elle. Nous détestons les armes. Nous ne sommes pas les armées des États. Nous sommes une armée de femmes. Nous voulons la paix. Nous ressentons de l'empathie pour chaque femme et chaque peuple qui souffre. C'est pourquoi nous ne nous arrêterons pas et nous combattrons jusqu'à la libération de chacune d'entre nous. Si une femme souffre, je ne peux pas rester tranquille. Et plus loin, elle te dit, nous détestons donc la guerre. Voilà. Alors très rapidement, mais peut-être juste dire par rapport à ce que tu dis, David, et c'est vraiment important sur le fait de ne pas romantiser ou qu'il n'y ait pas de glorification des armes, de la guerre et du combat. Je voudrais juste dire qu'en fait, quand on est allé au Rojava et qu'on a sillonné les armées des cimetières avec les portraits des martyrs, en fait, on est vacciné à tout jamais contre le romantisme de la guerre, en fait, je crois. La première chose, c'est ça, c'est que en fait, les pertes, elles sont tellement lourdes et les souffrances humaines tellement immenses que en fait, c'est juste impossible, me semble-t-il, de revenir en glorifiant la question Bah, tu dis que c'est impossible, mais ça a été possible, y compris dans des rangs très 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 à gauche. On a vu quand même des textes, des photos, alors plus de garçons, hein, je suis d'accord. Mais quand même, on l'a vu. On le voit. En tout cas, c'est. Voilà. Et d'ailleurs, il y a une critique sourde et tout à fait légitime dans le bouquin à plusieurs reprises quand même. On sent que vous critiquez certains regards qui sont portés aussi sur ça. Oui, et puis un regard aussi occidental, quoi. C'est-à-dire que en fait, je crois qu'on est quand même nombreuses à qui ça a fait vraiment mal au cœur de voir les unes au moment de la libération de Kobané avec les Amazones kurdes complètement justement esthétisées, romantisées, comme si on était dans un jeu de Lara Croft, quoi. C'est pas ça la réalité, et c'est surtout complètement, c'est un contresens politique total, puisque comme tu l'as lu tout à l'heure sous les mots de Sarah aussi. Cette lutte armée et les YPG, donc les YPJ, c'est des unités d'autodéfense et non pas d'attaque. C'est-à-dire que c'est pas une armée qui vise à aller envahir d'autres pays, d'autres espaces. C'est pas une armée impérialiste, c'est une armée d'autodéfense populaire. Ce qui est loin d'être un détail anecdotique et ce qui change complètement même la philosophie même. Moi, ça me fait même bizarre de parler d'armée en fait, puisque c'est pas des armées de carrière, c'est des civils. Les femmes dont je parle dans mon texte, c'est des jeunes femmes qui s'engagent pas pour défendre leur patrie ou pour aller envahir je ne sais quel pays, qui s'engagent pour défendre leurs voisins, leurs amis, leurs proches et un projet politique qui est un projet pacifique. C'est sûr que quand on touche à cette question, tout de suite ça donne des frissons parce que en fait le Rojava c'est c'est plus que 12 000 personnes qui sont tombées pour défendre ce projet politique, pour défendre leur terre, mais aussi pour nous défendre toutes et tous parce que Daesh d'un côté c'était quelque chose de terrible au niveau social, au niveau partout, on va dire, mais qui est aussi le résultat en fait de toute une politique internationale et d'une mentalité qui grandit au sein des sociétés parce que derrière il y a des politiques qui sont mis en place et qui, comme on disait, font que les Kurdes et les Arabes et les Assyriennes et tous les peuples qui sont sur la région, ils sont au front. Et que derrière, il y a un silence international il n'y a rien qui est fait contre la Turquie, alors qu'on sait très très bien que la Turquie, c'est la base arrière d'un côté de Daesh, mais aussi de tous les autres groupes fondamentalistes qui aujourd'hui justement occupent aux côtés de l'État turc certaines zones du nord de la Syrie. Donc c'est tout ça. Aussi dire ces femmes et la population au Kurdistan, elle fait la guerre pour la vie, pas pour tuer, pas pour la mort. C'est une question de défendre leur propre existence. Donc tout ça, c'est vraiment fondamental.
mais aussi de dire que qu'est-ce qui a fait changer, pourquoi c'est important aussi les YPG ou les YPJ, donc les unités de défense des femmes, c'est parce qu'en fait, à travers l'autodéfense de leur territoire, leur auto-organisation, elles ont aussi montré à la société, de fait en fait, qu'elles étaient capables de tout faire. Que les femmes, elles n'ont pas d'infériorité, et voire même au contraire, on en parle dans le livre, mais si vous allez au Rojava, tous les hommes aussi vous le diront, c'est qu'en fait, par exemple, une opération ou une structure populaire sans femmes, c'est presque comme un corps sans eau, en fait. Et ils le disent très bien. Ils disent nos camarades femmes aujourd'hui, elles sont le cœur en fait de ce qui, elles nous donnent elles construisent de la camaraderie, elles nous donnent de l'énergie, elles nous donnent une bonne morale. Elles sont beaucoup plus battantes souvent que les hommes, que ce soit au combat ou aussi dans le fait d'insister sur comment est-ce qu'on construit ce système, comment est-ce qu'on défend aussi une éthique. Parce que défendre l'éthique quand vous êtes au milieu de la guerre, c'est pas facile non plus. Et au Kurdistan, malgré toutes les difficultés, malgré les milliers aussi de prisonniers et prisonnières de Daesh, à chaque fois, ils essayent et elles essayent de tout mettre en place pour que les droits humains aussi soient toujours protégés, que ce soit pour la population qui ont été attaquées, ou alors aussi pour ceux et celles qui ont attaqué cette population. Donc c'est vraiment quelque chose d'important à voir, cette question de prendre les armes. Et dans un monde où on pourrait vivre ensemble, on n'aurait plus besoin des armes, et ça c'est vraiment l'objectif. C'est Nathalie Gitane qui nous dit « Que pensez-vous du fait que mes amis réfugiés syriens d'Alep, qui ont pourtant de la famille à Idlib, gardent une mauvaise image du PKK et plus généralement des Kurdes, puisque eux étaient des militants étudiants pacifistes pendant la Révolution. Autre question, les YPG ne font pas l'unanimité au sein du noyau étudiant syrien qui a lancé la Révolution syrienne. L'autodéfense, même adossée à l'autodétermination, est difficile à défendre politiquement. Quelle est votre opinion personnelle sur ce sujet, vous qui êtes allé là-bas ?» Alors bien entendu, le projet en fait de confédéralisme démocratique, il a été porté par le peuple kurde parce que c'est un projet qui est né en fait de cette lutte de libération nationale, et où justement en fait il y a un moment donné dans l'histoire du mouvement de libération une rupture en se disant en fait créer un État-nation kurde qui reproduirait en fait les mêmes questions, on va dire, qui peuvent tomber dans le nationalisme aussi, c'est pas une solution parce que ça va pas permettre à tous les peuples de la région de vivre en liberté et sur leurs propres racines, sur leur propre culture. Donc c'est pour ça que le confédéralisme démocratique, en fait, même s'il est porté, bien entendu, par le peuple kurde, en fait, aujourd'hui, il est rejoint par tous les peuples du nord et l'est de la Syrie. Donc on parle beaucoup du Kurdistan, bien sûr, mais en fait, si vous regardez dans les 12 000 personnes qui sont tombées pour défendre cette révolution, il y a aussi des milliers d'Arabes, d'Assyriens, etc. Donc ça, c'est aussi important de le dire, donc de Syriens, en fait. Donc c'est ça, c'est quand on parle de la révolution syrienne, elle a plusieurs facettes, elle a plusieurs images, et l'une des parties de cette révolution, ça a été la révolution au Rojava et dans le nord et l'est de la Syrie. Après, bien entendu que dans l'opposition au régime de Bachar al-Assad, il y a des démocrates, il y a des gens, il y a des étudiants, des étudiantes, des femmes qui ont lutté et qui continuent de lutter pour une Syrie démocratique. Simplement, la plupart de ces projets soit n'avaient pas pu faire face, et malheureusement il y a énormément de déplacés en Syrie, ils n'avaient pas pu faire face justement aux attaques de tous les pouvoirs hégémoniques, parce que c'est pas que le pouvoir de Bachar al-Assad, de tous les pouvoirs hégémoniques de cette guerre en Syrie, mais aussi la reconnaissance de la diversité sur le territoire, et de pouvoir essayer de dépasser justement aussi le nationalisme arabe syrien. Donc ça, c'est aussi des questions aussi souvent de propagande et anti-propagande. On a dit, par exemple, les Kurdes ont envahi Raqqa, imposé le kurde à tout le monde, la culture kurde à tout le monde, etc. C'est absolument pas vrai. Alors bien entendu, quand les premières YPG, les premiers YPG sont arrivés,
ils avaient une culture, une manière de faire, leur langue, etc. Mais très vite, ils et elles ont été rejoints par des milices aussi arabes pour former les forces démocratiques syriennes. Aujourd'hui, au sein de l'administration autonome, il y a des personnes de toutes les religions, de toutes les croyances, de différents partis politiques, qui sont des partis politiques parfois qui existaient déjà avant la révolution aussi, et qui sont aussi de toutes les nations, de tous les peuples qui vivent sur le terrain. Et aussi de dire que ce modèle, il peut aussi vraiment devenir un modèle pour l'ensemble de la Syrie. C'est pas du tout juste pour une partie du Kurdistan ou pour le Kurdistan. C'est vraiment quelque chose qui est fait pour essayer de dépasser et aussi de pas dire on est ni pro Bachar al-Assad ni pro OTAN, mais on essaie vraiment de trouver une troisième voie qui soit en faveur du peuple, des peuples syriens et surtout des femmes. Et pour ça, ça demande justement de la rencontre, de vivre ensemble, de se critiquer, d'analyser l'histoire aussi. Je voulais quand même dire que moi, en tout cas, toutes les difficultés et tous les points de perplexité, de doute, d'interrogation et d'imperfection qu'il y a au nord-est syrien, et il y en a plein, et je pense que ce serait contre-productif de prétendre que tout est parfait et que tout roule là-bas. Mais que majoritairement, en fait, tous les points vraiment problématiques, en fait, ils viennent des agressions extérieures, quoi. Tous les points problématiques, ils viennent de la situation qui est créée justement par Daesh, par la Turquie, par le régime syrien. Ça, c'est la première chose que je voulais dire. Et l'autre chose, c'est que c'est normal qu'il y ait des débats et parfois ils sont sains, parfois ils le sont pas, parce que il y a aussi des débats qui sont très violents sur la question syrienne en général et sur la question kurde en particulier. Mais je voulais juste en profiter quand même pour les personnes qui souhaitent se renseigner et suivre les actualités là-bas pour signaler le compte les amis, vous avez vu les professionnels là? Vous avez vu? Elles sentent que c'est la fin, elles vont placer les liens. Non, vas-y. On va les mettre dans le chat. Il y a tellement de choses qui s'échangent et c'est parfois difficile de s'y retrouver que le Rojava Information Center est une des sources les plus factuelles et journalistiques qu'on ait sur le terrain, quoi. À la fin de votre ouvrage, il y a 2-3 pages avec des sites, avec des ouvrages que vous conseillez, dont celui-ci, des copains toujours défavorablement connus nos services de Libertalia. Hommage au Rojava, les combattants internationalistes témoignent. Les copines nous ont demandé de préciser qu'il est actuellement épuisé. On est victime de notre succès, mais qu'il est en cours de réimpression et donc qui sera de nouveau disponible la semaine prochaine au plus tard. Je voudrais parler d'un sujet qui est assez malheureusement aussi mal connu ici en France. C'est que ce soit dans les 4 parties du Kurdistan, notamment aussi surtout au Rojava, il y a des attaques ciblées contre tous les, on va dire, les gens qui jouent un rôle important dans la construction du système de confédéralisme démocratique, donc qui soient des personnes qui sont dans les structures d'autodéfense, donc par exemple des commandants, des commandantes, mais aussi surtout des civils qui sont prises pour cible, notamment soit par des drones turcs. Donc en fait aujourd'hui la guerre c'est pas 2 armées qui s'affrontent, sinon ça fait longtemps que je pense que les combattantes au Rojava auraient remporté toutes les victoires sur tous les fronts, mais c'est une guerre en fait technologique. Donc en fait l'État turc utilise des drones et géolocalise en fait des personnes, donc qui sont des personnes comme vous et moi, qui travaillent par exemple pour le Kongrastar, qui est le mouvement des femmes au Rojava. Il y a 3 personnes de la coordination du Kongrastar à Kobané qui ont été bombardées dans le jardin de leur maison et qui sont mortes donc sur le coup par un drone. Donc voilà, ça c'est une réalité. Il y a aussi une coordination de la part de la Turquie et de Daesh qui est claire, parce qu'il y a souvent des attaques en fait qui arrivent en même temps de différents niveaux. Et donc c'est pas un hasard, c'est quelque chose qui est planifié, on va dire. Et aussi, surtout, des assassinats aussi de femmes des femmes arabes
qui travaillent aussi pour la construction du système des femmes ou du système social et politique dans le nord et l'est de la Syrie, qui y avait 2 femmes l'année dernière qui ont été assassinées par Daesh, ou alors aussi des chefs de tribus des chefs de tribus arabes qui rejoignent ce projet démocratique et qui sont aussi directement pris pour cible. Donc ça, c'est important de le dire. Aussi dans les montagnes du Kurdistan, là où il y a la guérilla du Parti des travailleurs du Kurdistan, il y a aujourd'hui des attaques massives à l'arme chimique de la part de l'État turc. Donc il y a énormément de protestations aussi en ce moment contre l'utilisation de ces armes chimiques qui, bien sûr, atteignent les combattants, les combattantes de la guérilla, mais pas que, aussi des civils, et c'est aussi un désastre écologique aussi pour tous les êtres vivants qui vivent dans les montagnes. Et donc tout ça aussi dans le grand silence de la communauté internationale. Et dire que toutes ces attaques aussi, c'est pas que au Kurdistan, c'est aussi chez nous. En 2013, il y a 3 militantes kurdes, Sakine Jansiz, Leila Şailemez et Fidan Doğan, qui ont été assassinées à Paris. Les gens du chat, là, réécoutez bien, ça s'est passé à Paris, près de la gare du Nord, rue Lafayette, plein centre. Elles ont été assassinées par balle et l'assassin est décédé en prison parce qu'il était atteint d'une maladie. Et là, ce qu'on essaye de faire, ce que toute la communauté kurde et toutes les personnes qui luttent pour la vérité et la justice, tous les mouvements féministes, les mouvements de gauche, etc., les mouvements démocrates, luttent pour que ce soit les commanditaires de ce meurtre qui soient jugés. Et l'État français refuse toujours de déclasser des dossiers qui sont classés secret défense, qui pourraient permettre de continuer en fait la cause judiciaire. Si la France ne change pas sa politique par rapport à ce meurtre, eh bien on n'arrivera pas à avoir la vérité et la justice. Donc ça fera de la France une complice. Merci beaucoup à toutes les deux. Il est 10h04, je vous avais promis de vous libérer, si je puis dire. Avec vous, j'ai pas envie de jouer, quoi. On pourrait continuer comme ça toute la journée, c'est certain, mais on aura d'autres occasions. En tout cas, merci. Voilà, merci pour cette interview, merci beaucoup, c'est super. Ce qui est super, c'est ça. Voilà.